Palestine, فلسطين terrain sonore. أصوات ميدان البحث. Un podcast de l'Institut français du Proche-Orient dans les territoires palestiniens. Avec Lucie Duvignac et Clémence Vendriès. Épisode 3. Côté mur, côté jardin. La mise en scène du conflit israélo-palestinien. Alors, mais on est tous un peu névrosés de la Palestine. oui, c'est sûr. Quand on est face à ce mur-là, c'est encore très différent. Je fais le résumé pour nos chers auditeurs et auditrices. Qui était Roméo et qui était Juliette? Roméo était palestinien et Juliette était israélienne. Les gens qui ont participé à cette production à l'époque disent que c'est parce que c'était impossible pour eux de trouver une femme palestinienne qui jouerait. Quel est le geste en fait derrière ces mises en voix, ces mises en scène? Et en plus ça pose problème. Le metteur en scène israélien disait que la troupe s'était plutôt reconnue dans la famille des Capulet, donc la famille de Juliette. Et inversement, les Palestiniens s'étaient mieux reconnus dans la famille des Montaigu. Le conflit israélo-palestinien est très médiatisé en France, régulièrement cité par des chroniqueurs et des chroniqueuses. Si les médias donnent l'impression de monopoliser la représentation de l'actualité géopolitique, le théâtre a aussi une voix particulière à faire entendre. Création collective et artistique, les théâtres palestiniens et israéliens nous parlent de la situation politique de leurs deux pays à travers leurs textes et leurs mises en scène, mais aussi à la manière dont ils sont produits et diffusés. Leur diffusion en France par des publications ou des tournées est aussi une histoire politique, pas si éloignée des chroniques journalistiques. Après les accords d'Oslo, au début des années 90, des pièces idylliques sur la réconciliation israélo-palestinienne ont eu tendance à étouffer des voix considérées comme dissidentes, évoquant une autre réalité sur le terrain, la réalité de l'oppression. Emmanuel Thiebaud a étudié pendant plusieurs années à l'université de Caen-Normandie la diffusion et la représentation du conflit israélo-palestinien sur la scène française. Mise en voix, performance, pièces de théâtre. Dans le cadre de sa thèse, elle a tenté de recenser tous les spectacles qui ont parlé et parlent encore de la paix et de la guerre en Israël-Palestine. Son but est de nous faire comprendre les ressorts politiques et sociologiques de la mise en scène de ces œuvres très variées. Nous l'avons rencontrée à Jérusalem et nous sommes allés au théâtre avec elle à Ramallah. Comment on change l'heure là-dessus? Est-ce que ça change automatiquement en fonction des unités? Parce que là, je suis quand même en Palestine. Aujourd'hui, elle vient nous raconter son premier terrain en Palestine ainsi que ses premiers questionnements qui ont mené à son sujet de thèse. Bonjour Emmanuel. Est-ce qu'on peut te tutoyer? Oui. Tu es née où et quand? En France, à Cherbourg, en Normandie, en 85, assez loin de la Palestine, en réalité. Et donc comment as-tu fini par rencontrer la Palestine? J'ai pas un souvenir très frappant parce que j'ai l'impression que ça a toujours été présent à travers les médias. C'est une sensation qu'on a un peu de voir tout ça dans les journaux ou à la télévision sans trop savoir de quoi il s'agit. Mais on va dire que j'ai deux souvenirs marquants. Le premier au niveau des médias, c'est l'affaire Mohamed Al-Zourar. Pendant la deuxième intifada, le jeune garçon qui a été abattu. Avec le reportage de Charles Anderlin. Voilà, exactement. Ça, j'ai un souvenir, je me rappelle avoir vu ce reportage et avoir été choquée, mais en même temps, j'étais adolescente, donc j'avais pas forcément toutes les clés de compréhension, mais ça m'a marquée. Et après, pour vraiment ce sujet de thèse, c'est une pièce de théâtre qui m'a amenée. Une pièce de théâtre de Laurent Godet, qui est un romancier assez connu en France. Cette pièce de théâtre s'appelle Caillasse. C'est une grande épopée contemporaine sur la tragédie du peuple palestinien. J'ai vu mise en scène au théâtre du peuple de Busan, dans les Vosges, dans une fantastique mise en scène. Et c'est une pièce qui m'a beaucoup remuée. Voilà, en tant que spectatrice, j'en ai vraiment un souvenir très, très marquant. Et surtout, j'ai le souvenir d'une pièce qui me dit quelque chose de politique, et pas seulement comme une énième représentation de la guerre et de ces drames. Les études théâtrales, j'y suis arrivée par hasard. J'aimais pas spécialement le théâtre, en fait. Je suis vraiment arrivée par curiosité. Par contre, cette pièce de théâtre-là, elle est arrivée à la fin de ma licence, quand j'avais soupé d'une certaine forme de théâtre contemporain qui se présentait comme très engagé, très politique, et dans lequel je ne comprenais pas ce qu'il y avait de très engagé, très politique. Je trouvais finalement très loin des enjeux que les artistes prétendaient défendre. Après cette première rencontre sur la scène de la Palestine, c'est la première fois que tu viens en Palestine. Tu ne connaissais du coup qu'à travers le théâtre et les médias. Exactement. Et quelles sont tes premières impressions? À la fois, c'est super de voyager, d'aller rencontrer un monde qui est nouveau pour moi. Je ne vais pas faire
le colon qui arrive dans le nouveau monde et qui s'extasie. C'est pas du tout ça, dans le sens où je ne connais pas cet endroit-là, donc je le découvre. Et en même temps, il y a un mur. Donc quand je suis arrivée à Bethléem pour prendre mon logement et que j'ai passé le premier checkpoint avec le Mirador, il y a quelque chose de très très violent et qui nous saute je trouve qu'il saute plus à la figure que lorsqu'on le voit dans les médias, lorsqu'on lit dans des livres. On a beau avoir lu tous les livres de sciences politiques possibles ou d'histoire. Donc c'est une expérience qui est à la fois positive et peut-être un peu négative pour ça, mais c'est très bien de rencontrer les gens qui vivent là. Et les chercheurs qui cherchent ici. Ton travail de thèse est intitulé Dramaturgie du conflit israélo-palestinien en France, entre assignation identitaire et résistance. Est-ce que tu veux revenir sur le I entre parenthèses ? Oui, dramaturgie, le I est entre parenthèses. Du coup, le terme dramaturgie renvoie à la fois aux dramaturgies, c'est-à-dire aux pièces de théâtre, et au dramaturge. À la base, c'est un mot qui désigne un auteur de théâtre. C'est celui qui compose les pièces de théâtre. Et depuis, c'est devenu un mot beaucoup plus large. Souvent, les metteurs en scène, quand on regarde les programmes de salle au théâtre, ont un dramaturge. Donc en fait, c'est plutôt quelqu'un qui va lire la pièce et soulever les enjeux, qui va analyser le texte et un peu l'expliquer et travailler avec le metteur en scène. Donc c'est vraiment un terme qui s'est beaucoup transformé, qui a beaucoup changé, et qui est assez réducteur finalement pour mon sujet. En même temps, c'est le point de départ de mon travail, puisque je travaille sur les dramaturgies et les dramaturges. C'est d'abord par les pièces de théâtre et leurs auteurs que j'entre dans le sujet, et ensuite j'élargis à tous les agents du champ de production culturelle, pour le dire en termes un peu sociologiques. Quels sont les auteurs que tu étudies? Est-ce qu'ils sont exclusivement palestiniens, israéliens? Est-ce qu'il y a aussi des auteurs français ou étrangers? Alors oui, il y a tout ça. J'ai commencé par faire un recensement le plus large possible. Je peux pas dire qu'il est exhaustif parce que je parle de spectacle vivant, que les archives du spectacle vivant c'est très compliqué. Il y en a peu et il y a des spectacles dont on a perdu les traces. La dernière version de mon recensement, j'ai, je dirais, à peu près 250 productions scéniques sur cette thématique-là. Quand je dis production scénique, c'est très large, donc ça peut être du théâtre, des formes de contes, des formes de danse-théâtre, des formes un peu chorégraphiées, des performances, des lectures de poésie, donc c'est des choses vraiment très larges. Et puis aussi j'ai inclus dans mon recensement des lectures, ou ce qu'on appelle des mises en voix, 250 productions scéniques en réalité depuis 1954, mais vraiment c'est à partir des années 1990 qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. J'ai essayé d'étudier un peu plus en détail certaines pièces, de voir les tendances politiques, qui écrivait quoi, surtout comment elles étaient médiatisées, etc. Il y a certaines pièces sur lesquelles j'ai rien, à part une date et un nom de metteur en scène, j'ai absolument rien. Et voilà, j'ai découvert qu'il y avait du théâtre palestinien qui se joue en France, un peu de théâtre israélien, mais vraiment très peu. Et à partir de là, j'ai essayé d'analyser différentes tendances esthétiques et idéologiques à travers ces pièces-là. Ce qui veut dire que j'étudie à la fois du théâtre palestinien, du théâtre israélien, mais aussi j'ai pour point de comparaison des pièces qui sont écrites par des Français, par des internationaux, qui ont eux-mêmes différents points de vue. Est-ce qu'il y a aussi des collaborations israélo-palestiniennes dans ces productions? Oui, il y en a quelques-unes. C'est là où c'est le plus drôle d'étudier enfin le plus drôle. C'est pas drôle, mais le plus intéressant d'étudier la réception médiatique, la diffusion qui a été faite autour de ces pièces. Il y a eu un Roméo et Juliette palestino-israélien en 94, dans les accords d'Oslo, qui a été joué dans un festival à Lille. Et les médias ont écrit beaucoup d'âneries à ce sujet-là, que c'était la première pièce israélo-palestinienne, que pour la première fois, juifs et arabes se parlaient sur scène. Alors, le traitement médiatique est très caricatural, en plus d'être faux, et on sent bien qu'il y a une volonté des critiques dramatiques et des journalistes de faire coller en fait cette représentation théâtrale aux espoirs des accords d'Oslo. La guerre c'est pas bien, la violence c'est mal, faites la paix. Voilà, c'est un peu le propos qui sous-tend certaines pièces. Puisqu'en même temps, même festival, il y a une pièce de théâtre palestinienne qui est jouée qui est un peu plus critique. Et celle-là, elle est complètement passée sous silence, on n'en entend pas parler dans les médias. Cette violence ou cette guerre, comment est-ce qu'elle est représentée sur scène? Est-ce qu'elle est plutôt sublimée? Est-ce qu'il y a vraiment des évocations plutôt sonores, ou est-ce que c'est à l'aide de films qui sont projetés? La violence, elle est rarement montrée de façon brute. Ça, c'est une tendance dans le théâtre contemporain qui a pu exister, mais pas sur le conflit israélo-palestinien, en tout cas des pièces que je connais. Elle est toujours esthétisée, mise à distance. Je vais prendre l'exemple de Caillasse, la pièce de théâtre qui a fait que j'ai travaillé sur ce sujet-là. C'est une pièce de théâtre dans laquelle on n'entend jamais parler d'Israël et de la Palestine. Tout l'enjeu,
du dramaturge a été d'écrire une pièce qui permette un niveau d'analyse qui ne se tienne pas seulement au conflit israélo-palestinien, mais en même temps avec une série d'indices autour des personnages et des situations évoquées qui renvoient clairement à l'intifada, qui renvoient clairement aux attentats suicides en Israël. Donc il y a la mise en scène d'un attentat suicide qui a été traité théâtralement dans la mise en scène que j'ai vue de Vincent Gattal, c'est-à-dire pas d'hémoglobine et d'effets spéciaux déchirants comme au cinéma, mais vraiment quelque chose de théâtral très poignant. Mais là, par exemple, si tu fermes les yeux et que tu essaies de te représenter les souvenirs que tu as de cette pièce, est-ce que tu pourrais nous décrire justement les outils théâtraux qui ont été utilisés sur cette mise en scène en particulier de l'attentat suicide? Il y a ce personnage, Adila, qui est une jeune fille qui habite dans un village, on devine que c'est un village détruit dont les habitants sont très pauvres. Son père paye un passeur pour la faire passer de l'autre côté, dans une ville où sa tante l'attend. On comprend que c'est Israël. Et elle arrive dans cette ville qui, sur scène, elle est symbolisée par des praticables. Ce qu'on appelle des praticables, c'est des modules, des éléments de décor sur lesquels on peut monter. Dans cette mise en scène, il y en a très peu. Ça doit être 4 éléments sur roulette qui représentent par exemple l'entrée d'une maison. On voit juste une petite porte. Et quand ces modules sont mis côte à côte, au début de la pièce, ça donne l'impression d'une colline. Ça forme une petite colline. Je fais des gestes que les auditeurs ne peuvent pas voir, mais... Et en fait, ces modules se détachent et à ce moment de la pièce, pour représenter la ville, ils sont séparés côte à côte. Dans la continuité du regard du public, on devine plusieurs hauteurs d'immeubles. Et des personnages passent entre ces immeubles. Adila, la jeune femme, parle à son père qui est loin. Si tu voyais mon père, cette ville toute propre, loin de notre misère. Et en fait, elle comprend l'injustice qui lui est faite en découvrant cette ville-là. Et on comprend au fur et à mesure, avec le ton qu'elle adopte, qu'elle se met en colère. Et elle suggère qu'elle va les frapper, qu'elle pourra tuer quand elle voudra. Et elle échappe petit à petit à son père qui lui parle depuis cet ailleurs. Alors sur scène, il est côté jardin. Sur le centre de la scène, on a la ville dans laquelle se déplace Adila. Et côté cour, il y a 2 jeunes femmes qui vivent dans le village avec Farouk qui parlent à Adila aussi. La scène permet ça, c'est-à-dire on fait communiquer des personnages qui sont éloignés géographiquement. C'est une forme très poétique et au fur et à mesure, elle perd contact avec ces personnes-là qui disparaissent de la scène. Je parle d'un autre personnage qui est aussi un personnage mythique qui s'appelle l'enfant des gravats, qui dans cette pièce naît du choc de la première pierre de l'intifada contre le sol. C'est un enfant qui grandit trop vite, qui est très violent, qui n'a pas de rapport à son passé, en fait, qui n'a pas de passé, qui symbolise un peu une jeunesse déracinée, désœuvrée, qui vit dans des conditions affreuses. Et cet enfant-là, il est tombé amoureux d'Adila avant qu'elle parte en Israël. Enfin, il ne faut pas que je dise ces mots-là parce qu'ils ne sont pas dans la pièce, donc ce serait un peu perturbant. Donc elle part de l'autre côté. Et cet enfant des gravats, comme c'est un personnage fantastique dans la pièce, il peut passer d'un côté à l'autre, sous les frontières, voilà. Et il la rejoint et ils ont une discussion ensemble et elle lui demande de lui apprendre à se faire exploser. Donc il y a toute une discussion sur le fait que pour exploser, il faut serrer sa colère, pas besoin de plastique, pas besoin de ceinture, tu serres ta colère très fort. Une façon aussi de renvoyer à l'injustice en fait et pas du tout à la dimension matérielle de l'attentat. Là vraiment on est dans le fantastique, dans la fiction théâtrale. Du coup c'est ce qu'elle fait une fois qu'elle se retrouve toute seule. Elle raconte qu'elle monte dans un bus et qu'elle se met en colère et qu'elle dit, elle regarde dans les yeux un jeune homme et elle dit Dieu est grand, Dieu est grand. Elle le dit pas en arabe, elle le dit en français et c'est important aussi, sinon c'est assez vite stigmatisant. Par plusieurs effets de théâtre, elle explose, donc il y a un bruit d'explosion. Elle tombe à la renverse. Il y a 2 personnages qui symbolisent 2 passagers de l'autobus qui s'écroulent au sol aussi. Et ensuite, on entend le bruit des sirènes. Il y a des carrés de lumière qui arrivent sur les personnages qui étaient dans le bus. Ces carrés de lumière symbolisent le fait que leurs corps sont déchiquetés, puisqu'on voit que leur tête ou à partir de leur buste. Et ils adressent quelques paroles pour dire que voilà, ils sont morts, en fait, ils parlent depuis l'au-delà. C'est assez bref, voilà des moyens théâtraux pour suggérer un attentat. Le son aussi de ces sirènes d'ambulance est très violent en fait. Comment dire, c'est assez envahissant, on se retrouve envahi, immergé dans cet événement. Et immédiatement après, on retrouve ces 2 femmes du village qui arrivent en criant sur la scène, en disant qu'elles ont vu Adila monter en fumée, en colonne de fumée au-dessus de la ville, qu'a-t-elle fait
des lettres qu'elles devaient remettre à leurs proches, de l'argent. Et il y a une forme d'adresse très tragique qui rappelle un peu le cœur antique à cette personne qui s'est suicidée et qui a bouleversé tous les espoirs des gens qui l'ont envoyée avec l'espoir d'une vie meilleure de l'autre côté, mais dont elle n'a pas voulu. Dans la pièce, quand il l'envoie de l'autre côté, il n'est pas question qu'elle revienne. Et ils sont heureux pour elle parce qu'elle va avoir une vie meilleure. Toute la pièce aussi parle de la rupture entre deux générations. Une génération qui porte la mémoire de 48 et une nouvelle génération qui n'a pas du tout connu cette réalité. Donc cette réalité-là, elle s'incarne à travers les clés de la maison que Farouk lui donne. Farouk, c'est son père. Voilà. Ils en gardent bien précieusement ces clés sur toi, c'est des clés de la maison de ta grand-mère. Et ça n'a aucune matérialité pour Adila. Et d'ailleurs, quand elle se commet son attentat suicide, elle a les clés sur elle. Et comme la deuxième partie de la pièce est encore plus fantastique et qu'elle revient d'entre les morts aidée par l'enfant des gravats, elle part en quête des morceaux de cette clé pour la reconstituer et la rapporter dans le monde des vivants. Est-ce qu'il y a des personnages que tu as retrouvés dans toutes les pièces, ou presque toutes les pièces israéliennes ou palestiniennes que tu as étudiées, devenant presque un peu des figures tutélaires du conflit israélo-palestinien? Un personnage récurrent et très symbolique, c'est l'enfant. Qu'est-ce que symbolise cet enfant? Soit qu'il subit la guerre et se transforme justement en martyr. Soit l'enfance, c'est aussi une réflexion sur le passage à l'âge adulte et ce qui fait passer à l'âge adulte, par exemple, dans certaines pièces récentes israéliennes. C'est la prise de conscience le fait qu'Israël est un État colonial. Et l'autocritique, en fait, la réflexion critique sur j'ai grandi dans ce pays-là, maintenant je mets en question ce que j'ai appris de ma vie, de la fondation de ce pays-là. C'est pas seulement le passage à l'âge adulte, c'est le passage à une pensée politique qui dépasse un peu le manichéisme enfantin, noir et blanc, les Israéliens contre les Palestiniens. Se confronter à une pensée complexe, dans certaines pièces de théâtre qui sont pas du tout politiques, l'enfant il est juste là pour déplorer le fait que la guerre c'est violent, que les enfants en souffrent et point. À côté de ce personnage-là qui est assez protéiforme, est-ce que tous les autres rôles sont souvent genrés? Oui, c'est assez genré, et d'autant plus dans les pièces palestiniennes et israéliennes, qui sont en quelque sorte un peu pieds et poings liés avec la réalité. C'est-à-dire que souvent, il y a une volonté de traduire une expérience qu'ils ont vécue, et la condition des femmes, que ce soit en Palestine, en Israël, mais aussi en France d'ailleurs. On a du mal à quitter cette réalité-là, quoi. Déjà parce que pour le théâtre palestinien, on a peu de femmes qui arrivent sur scène. Dans le théâtre israélien, parfois, dans certaines pièces que j'ai lues, comme ils s'attachent à reproduire un peu une société militarisée, les soldats sont souvent des hommes, et les femmes, des jeunes femmes qui déplorent que leur amoureux soit un soldat au service de l'État et qui aimerait bien une autre vie. Et en même temps, j'analyse plus largement l'ensemble des pièces que j'ai recensées sur le conflit israélo-palestinien, toutes les pièces de théâtre qui sont produites en milieu semi-professionnel en France, amateur ou scolaire, il y a beaucoup plus de femmes qui participent. Tandis qu'on va dire toutes les pièces qui sont produites dans l'institution théâtrale, elles sont toutes écrites par des hommes, souvent par des hommes blancs, donc qui ont un regard très différent et très généraliste sur la question. Ton corpus était très divers, on trouve vraiment de tout, du théâtre de l'absurde, du théâtre documentaire. Est-ce qu'il y a un genre qui est surreprésenté dans ce corpus? Il y a aussi bien la tragédie que la comédie. Je ne sais pas s'il y a un genre qui est surreprésenté, par contre il y a des genres qui sont survalorisés. La tragédie par exemple est assez bien... En fait le terme tragédie est souvent utilisé pour parler de ça. C'est-à-dire que dès qu'il y a une pièce de théâtre qui parle du conflit israélo-palestinien, c'est une tragédie. Derrière, ça veut dire qu'une tragédie, c'est quelque chose qu'on subit, c'est le tragique, c'est la fatalité, donc on n'y peut rien. Donc c'est assez idéologique aussi, en soi, de dire ça. Le théâtre de l'absurde, c'est triste pour lui, mais le dramaturge israélien Hanok Levin, qui était un dissident politique assez radical en son temps, a été publié en France et un peu étiqueté sous
sous l'étiquette du théâtre de l'absurde, alors qu'il écrivait des satires politiques. J'ai un exemple assez frappant d'une satire politique qui s'appelle Représailles de printemps, qu'il a écrite en 1966, donc on est avant la guerre des 6 jours, et il a écrite pendant la campagne de destruction des villages arabes en Israël. Et Léonore Merza-Bernstein du laboratoire des Colonizers rappelle dans son livre sur la Nakba, qu'elle a récemment publié, que les destructions massives de villages arabes n'ont pas eu lieu en 1948, mais plutôt entre 65 et 66, justement avant la guerre des 6 jours. Donc c'est intéressant, il a écrit cette satire politique à ce moment-là, et c'est une satire qui s'adresse aux Israéliens. Elle met en scène un juif et un arabe, et le juif vient détruire la maison de l'arabe, et comme c'est une satire, l'arabe l'aide, le juif se plaint parce qu'il ne fait pas son travail proprement. C'est extrêmement on va dire, pour les Israéliens. Cette satire-là, elle a été publiée en France au début des années 2000 dans un recueil de pièces pour adolescents. Et elle a été présentée comme relevant... alors, c'est pas écrit théâtre de l'absurde, mais la présentation qui en est faite me semble extrêmement choquante, puisque, de mémoire, il est écrit... un juif vient détruire la maison d'un arabe qui l'aide, car c'est bien le sens de l'histoire, il n'y peut rien. C'est une pièce difficile, mais un humour salvateur. C'est extrêmement dérangeant, puisque c'est encore d'actualité, en fait, les destructions de maisons et de villages palestiniens, et donc c'est publié comme relevant de l'absurde. Et donc on l'enseigne à des jeunes collégiens et lycéens en France, complètement extirpés de son contexte politique. Et j'ai eu l'occasion d'en voir une mise en scène, en fait. En milieu scolaire, quand je travaillais comme assistante d'éducation et que j'accompagnais une classe théâtre, niveau 6e, ils ont fait une mise en scène des satires politiques de Hanoch Levin, sans aucun élément de contexte. Et les enfants rigolaient, et bidonnaient, parce que c'était vraiment absurde. Mais ça en dit long aussi sur la façon dont une maison d'édition peut publier un texte en disant que c'est drôle, alors que politiquement c'est quelque chose qui est en train de se produire encore. En fait, j'analyse pas que les dramaturgies, j'analyse aussi la façon dont elles parviennent en France, par quel biais, quel est le rôle aussi des universitaires dans la reconnaissance de ces pièces-là. Hanoch Levin, il a été amené par une universitaire israélienne qui compare à Aristophane, Beckett, Brecht, en fait à des gens qui n'ont rien à voir entre eux, mais qui donnent une série de grands noms pour en quelque sorte légitimer cet artiste, et en fait qui perd finalement ce qui fait sa spécificité et la saveur de ses pièces. Tu as aussi étudié ce qu'il y a autour des pièces, notamment leur médiatisation. Comment cette médiatisation a-t-elle évolué depuis les années 50 ? Comment ces pièces sont-elles perçues en France ? En fait, je serais assez mitigée sur cette question-là. Parce que, à la fois, quand j'ai étudié le théâtre, les quelques pièces de théâtre qui ont été produites dans les années 70-80, j'étais frappée par le fait de trouver dans un journal comme Le Monde des articles très très lucides en fait sur la situation politique là-bas. Mais en même temps, c'est vrai qu'à cette période, quelques pièces qui parlent de la Palestine et puis la troupe à la Kawati qui arrive en France dans les années 80, ça reste assez marginalisé parce que les Palestiniens sont vraiment dépendants de l'image qui est donnée d'eux à l'international à travers les médias. Donc jusqu'à 82, c'est majoritairement la figure du combattant, du résistant. Et en fait, la figure de la victime, elle apparaît beaucoup plus nettement après les massacres de Sabra et Shatila en 82. Médiatiquement, il y a vraiment plusieurs points de bascule. Il y a 67, on commence à mettre en question le fait qu'Israël est un petit pays menacé. En fait, c'est un pays assez puissant qui a obtenu une grande victoire militaire. On inverse un peu l'image de David et Goliath. Mais à partir de 82, clairement, il y a une bascule, et c'est d'ailleurs à partir de là qu'on trouve le plus de pièces de théâtre écrites à ce sujet-là, mais plus encore en fait à partir de la première intifada. David et Goliath s'incarnent réellement à travers la figure de l'enfant qui jette des pierres sur les chats. À partir de la première intifada, la thématique est omniprésente au théâtre. On a tous les ans des pièces qui parlent de ça. En fait, cette question du décalage, on peut aussi la poser à partir des écrits et des universitaires. Par exemple, Shlomo Sand qui a écrit un livre qui s'appelle Comment le peuple juif fut inventé. Il le publie au début des années 2000. Il rappelle que la nouvelle histoire israélienne ne s'est pas autant diffusée qu'on le dit. En tout cas, en France, ça s'est diffusé par les traductions de Dominique Vidal, Alain Grèche. Mais en réalité, il n'y a pas d'usage public de cette nouvelle histoire israélienne qui date des années 85-90 à peu près, les premières études. J'ai l'impression que c'est pareil, qu'il y a toujours une sorte de décalage, y compris quand on parle de théâtre, entre ce qui se passe réellement sur le terrain et le moment où ça pénètre les représentations dominantes. Parce qu'en fait, cette critique-là, elle existe, mais de façon marginale en fait. C'est comme si ça prenait toujours une vingtaine, une trentaine, une quarantaine d'années avant de parvenir dans les idées dominantes. C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail de recherche qui est fait, qui est très approfondi et tout, mais en réalité, qui le connaît en dehors
de la sphère universitaire. Moi, à titre personnel, ça m'interroge sur ma position d'universitaire et la façon dont je peux partager mon travail. On a énormément de connaissances sur la situation politique. Et c'est comme si ces connaissances, elles n'arrivaient pas en fait vraiment dans la sphère publique. Comment je fais pour parler moi de mon sujet à des gens qui ne sont pas spécialistes de théâtre? Comment je fais pour parler de l'étude des pièces, du champ de production culturelle? Si je dis ça à quelqu'un qui n'a jamais fait de sociologie, c'est complètement abscon. Et est-ce que ce serait là que tu placerais ce que tu pourrais appeler être une chercheuse engagée? Le terme engagé, je l'aime pas trop, parce qu'on peut tout mettre et rien mettre dedans. Il y a plusieurs auteurs qui sont fondateurs dans mon approche du théâtre, mais qui ne sont pas issus des études théâtrales. Il y a Édouard Saïd. À la fin de l'orientalisme, donc en 1978, il le dit clairement, quelle est la place de l'intellectuel? Est-ce qu'il doit valider la culture de l'État? Quelle place il doit accorder à une prise de position critique? Il y a Edgar Morin, qui en 1980 publie un livre que j'apprécie beaucoup relire de temps en temps, qui s'appelle « Pour sortir du XXe siècle », qui questionne justement un mode de pensée idéologique et la façon dont on produit le savoir sans être soi-même conscient de notre position. Il écrit un texte justement sur le mode de pensée en idéologue. L'idéologue est celui qui se cache derrière le « nous » académique. Écrire en idéologue, c'est un peu abstraire son point de vue. Du point de vue des dramaturges et des auteurs, est-ce que le théâtre palestinien est en guerre? Est-ce que c'est possible de produire un théâtre palestinien dépolitisé ou est-ce qu'il sera forcément politisé, militant? Je ne sais pas si le théâtre palestinien est en guerre. Il y a une dimension politique qui est là. On va se représenter nous-mêmes. On va prendre un peu les outils de domination des oppresseurs. Le théâtre en constitue un, puisque d'après les historiens du théâtre, il n'y a pas de théâtre dans le monde arabe, mais que dans le monde arabe. En Afrique non plus. Il y a comme ça quelques peuples là qui seraient mystérieusement arriérés en comparaison de l'offre culturelle dans les pays dits développés. Yanomar Hamis, qui a fondé le Freedom Theatre à Jenin, s'appuyait beaucoup sur les travaux de Paulo Freire, qui est un pédagogue brésilien qui a écrit Pédagogie des opprimés dans les années 70, dont Augusto Boal, qui a écrit Le théâtre de l'opprimé à la suite, s'est beaucoup inspiré. Donc tout ça est très idéologique. Par exemple, si on prend à l'inverse le théâtre du Central Rouad, d'Abdel Fattah Abou-Srour, qui travaille plutôt avec des enfants, qui fait du théâtre pour enfants. Lui, il va défendre le théâtre comme forme de belle résistance. Il a été médiatisé d'ailleurs en France, il est passé sur Arte. C'est pas du tout le même discours politique. Et en même temps, c'est le besoin d'être regardé, d'être vu en tant que Palestinien et de prendre en charge leur propre représentation. Et le théâtre à Al-Rouad a eu comme ça une aventure aussi avec le CRIF en France en 2006. Pour la deuxième tournée théâtrale du spectacle Nous sommes les enfants du camp. Donc c'est un théâtre d'enfants avec plusieurs enfants sur une scène qui racontent leur histoire, l'exil palestinien, la Nakba, etc. Le CRIF s'est fendu d'une lettre qui était adressée à tous les élus de toutes les localités qui accueillaient la pièce de théâtre. Ils s'insurgeaient d'une part du fait que ce soit des enfants qui jouent, pour attendrir le public. Une idée comme ça construite que les enfants n'ont pas de volonté, ils sont toujours manipulés par des adultes. Ensuite, c'est écrit, ils racontent l'histoire imaginaire de leurs grands-parents, donc il y a clairement déjà un déni de tout ce qui a pu se passer avant 48 et en 48. Ils citent aussi des morceaux de la pièce où les enfants mettent en question, dénoncent les actions de l'armée d'occupation. Et dans le courrier du CRIF, il est écrit que ce sont de fausses allégations, puisque ça rappelle plutôt les heures de l'Allemagne nazie. Donc soit ce sont des mensonges éhontés, soit ce sont des déformations de la réalité. Et donc là, il y a bien en fait une impossibilité de penser la violence d'un État colonial. Bref, c'est toute une série de choses qui visent à délégitimer politiquement le metteur en scène et la troupe. Donc c'est quand même très violent. Et ça, c'est 2006. On voit bien que l'histoire palestinienne est encore taboue. Déjà en Israël, mais aussi en France. La campagne du CRIF n'a pas abouti. Il y a un maire qui a pris peur, qui a fait qui a annulé la location de la salle municipale, donc qui n'a pas censuré, mais qui s'est retiré au dernier moment. Mais l'association a porté plainte auprès du tribunal administratif qui a fait annuler la décision et obliger le maire à laisser la possibilité à la troupe de jouer la pièce au nom de la liberté d'expression. Donc le théâtre palestinien serait plutôt en guerre pour se faire entendre. Ouais, j'ai l'impression que c'est la même problématique qu'en Israël en fait. Est-ce qu'il y a d'autres cas où le théâtre palestinien a été censuré? Si on se place d'un point de vue d'historien, la censure c'est uniquement une action de l'État. Donc en fait il n'y a pas de censure étatique du théâtre palestinien.
Par contre, il y a une action pro-israélienne à l'encontre de certaines troupes ou de certains même metteurs en scène français qui parlent de la question palestinienne. Mais tout ça n'est pas médiatisé, d'une part. Certains artistes m'ont dit des choses en entretien que je répéterai pas comme ça, mais qui témoignent quand même en général, parce que c'est quand même des choses qui reviennent régulièrement, donc ça donne une impression quand même de véracité, qui subissent des pressions, qui perdent des soutiens dans certaines villes, de personnes qui prennent peur, qui ont elles-mêmes subi des pressions. C'est du militantisme politique en fait. Très récemment, ça a été évoqué au sujet d'Ella Kawati lorsque la troupe est venue la première fois au Festival mondial du théâtre de Nancy. Jean-Pierre Thibaudat, qui a écrit un ouvrage sur tout le festival, a expliqué que la compagnie avait été victime de dégradation matérielle pendant la tournée, où on se faisait crever les pneus de son minibus, que toutes les affiches de théâtre sur lesquelles il était écrit Palestine, c'était arraché, le mot Palestine était arraché, il fallait vraiment les cacher ces gens-là. Et Lou Bogdan, qui était le co-directeur du festival, explique que lorsque la compagnie a été présentée, alors le Festival mondial du théâtre de Nancy, c'est comme son nom l'indique un festival mondial, donc il y a des troupes du monde entier, qui viennent jouer en langue étrangère sans surtitres, ça mérite d'être rappelé quand même. La troupe palestinienne, quand elle a été proposée au conseil d'administration, ça a posé problème. Il dit pas qui, mais il dit il y a des membres du conseil d'administration qui ont dit non, on ne fait pas venir cette pièce. Il y en a certains qui ont dit d'accord, on la fait venir, mais alors si les Palestiniens jouent, la pièce sera forcément suivie d'un débat politique. Donc ça veut dire que ça a été imposé par les organisateurs, ça n'a pas été souhaité par la troupe. Donc ensuite, ce conseil d'administration a sollicité des organisations communautaires. J'aime pas trop utiliser ce mot-là, je l'utilise parce qu'il est utilisé par les gens que je lis. Mais en fait, c'est des organisations politiques. Parce que c'est pas parce que c'est une organisation juive qu'ils interviennent négativement envers les Palestiniens, mais parce que c'est une organisation politique qui est pro-israélienne. Ils ont sollicité les organisations communautaires au niveau local et il y a un rabbin qui a accepté de participer au débat et juste après cet événement, le rabbin a été congédié. On sent que ça a été tendu et plusieurs personnes ont rapporté que la première du spectacle s'est faite devant une salle quasiment vide puisque il y avait des organisations qui étaient un peu contre l'avenue de ce théâtre-là qui va acheter toutes les places de la première pour faire en sorte que la salle soit vide pour mettre en condition les comédiens. Donc voilà, on peut pas parler de censure, mais en tout cas, mise en difficulté, oui, clairement. Tu as parlé de théâtre en arabe surtitré. Quel est ton rapport à l'arabe et l'hébreu? Tu as travaillé que sur des pièces traduites ou à partir du français? Mon terrain d'étude, c'est vraiment la France, parce que je ne parle ni l'arabe ni l'hébreu, et que ça aurait été prétentieux de ma part d'aller étudier des pièces dont je ne maîtrise pas la langue. C'est pour ça que la question, c'est vraiment comment ces pièces-là sont reçues en France, comment elles parviennent en France, comment elles sont médiatisées, comment elles sont diffusées. Ce qui veut dire que j'ai assisté à des pièces, en réalité à peu de pièces palestiniennes surtitrées. J'ai pas assisté à une seule pièce en hébreu, tout simplement parce que le théâtre israélien est très peu joué en France. Je précise que je parle bien du théâtre qui représente le conflit israélo-palestinien, c'est-à-dire qu'il y a des pièces de théâtre israéliennes qui ne parlent pas du conflit. Disons que le spectacle vivant palestinien parvient beaucoup plus facilement en France que le spectacle vivant israélien, et à contrario, le théâtre palestinien est très peu publié en France. Alors que le théâtre israélien est beaucoup traduit. Déjà, c'est une curiosité parce qu'en général, en théâtre contemporain, il y a peu de chances qu'une pièce soit éditée si elle n'est pas jouée. Mais en même temps, ces dernières années, comme il y a une ouverture vers le théâtre étranger et une volonté de faire connaître le théâtre à l'étranger, il y a des pièces de divers pays qui sont traduites par des maisons d'édition. Ça dépend beaucoup des universitaires eux-mêmes. Et pour l'instant, le théâtre palestinien, il y a eu les monologues de Gaza du théâtre Ashtar qui ont été publiés à la Maison d'Europe et d'Orient. Et sinon, il y a eu quelques pièces de Palestiniens d'Israël qui ont été publiées, donc ont été traduites pour certaines à partir de l'hébreu. En réalité, en études théâtrales, on ne connaît pas beaucoup d'arabisants. Je ne sais pas si je peux avoir une explication convaincante. Il n'y a peut-être pas eu encore un grand intérêt pour le théâtre palestinien. La thèse de Najla Narkleh-Cherouti est assez récente, donc peut-être que ça va venir. Dans ma recherche, la question du transfert culturel, donc de la venue de ces œuvres-là en France, c'est une vraie question. Vraiment, une pièce, quand elle est jouée dans un pays, elle peut arriver dans un autre pays et avoir un sens qui est complètement différent. Pour ça, je prendrai l'exemple d'Ella Kawati encore. La première pièce d'Ella Kawati s'appelle « Au nom du Père, de la Mère et du Fils ».
Et c'est une pièce de théâtre sur la condition des femmes en Palestine. La première personne qui m'en a parlé, c'est Anwar Aboueché, qui était ministre de la Culture palestinien il y a quelques années. Il l'a vu à Arcueil. Il m'a dit qu'il était très choqué, parce que selon lui, c'était une représentation très arriérée des Palestiniens, qui maltraitaient leurs femmes, voilà, et ça lui a semblé très choquant. Et à l'inverse, le tourneur André Gainsbourger, qui est le tourneur de la troupe en France, a beaucoup apprécié la pièce et a trouvé que c'était une vraie critique politique et féministe, équivalente en fait au mouvement féministe en France. Et c'est vrai que ça peut être reçu aussi comme ça. Mais c'est vrai que il y a une double facette en fait à cette représentation. Il peut y avoir des malentendus ou carrément des choses qui sont inversées dans la réception. La compagnie Al-Akawati, elle fait une pièce critique sur la condition des femmes. Quand François Boussalem raconte les représentations en Palestine, il raconte d'ailleurs que les femmes ont beaucoup ri, que les hommes ont beaucoup moins ri d'ailleurs. Donc il y avait vraiment une critique féministe qui a fonctionné. Ça touche un peu la chose la plus difficile pour ma part à théoriser dans mon travail, c'est l'intersectionnalité des rapports de domination, de classe, de genre et de race. On n'emploie pas ce mot en français, mais ça renvoie aux assignations identitaires. Pour conclure, pour les futurs spectateurs qui veulent découvrir ou redécouvrir le théâtre palestinien, est-ce que tu as des conseils à donner? Pour voir du théâtre palestinien, il faut suivre un peu ce qui se passe dans les réseaux de théâtre militants auprès de l'association du théâtre de la liberté de Jenin. Et le théâtre palestinien, comme je disais tout à l'heure, il est très peu publié en France, donc pour le lire, c'est compliqué aussi. Par contre, sur la question palestinienne, eh bien, je ne peux que recommander chaudement la lecture de la pièce de Laurent Godet, Caillasse, qui a été publiée en 2012, qui est le point de départ de ma recherche. Laurent Godet est romancier, donc il mêle un peu les deux pratiques quand il écrit. Et après, c'est un auteur que j'aime beaucoup, donc c'est très subjectif tout ça. Mais il y a aussi une captation de la mise en scène de Caillasse aux éditions Super Mouche. Je recommanderais aussi la lecture d'un auteur israélien qui s'appelle Gilad Evron, qui a écrit une pièce qui s'appelle Ulysse à Gaza, qui a été un peu compliquée à monter en Israël. C'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Ulysse, qui décide un jour sur un radeau d'aller en Palestine avec de la littérature russe, qui est intercepté par les soldats forcément, puisqu'on le soupçonne d'aller rejoindre les terroristes palestiniens ou que sais-je. Et il est mis en prison, on lui demande de se justifier sur son action et il estime qu'on ne peut pas mettre des gens en prison. Et en parallèle de ça, le dramaturge écrit l'histoire d'un avocat qui va devoir défendre cet Ulysse devant un tribunal. Et cet avocat, il rencontre un procureur militaire qui lui parle de la situation à Gaza. Et là, le théâtre permet vraiment de faire quelque chose qui est très dérangeant, c'est-à-dire qu'il écrit au temps présent, par la voix de ce procureur, sur un ton très cynique, la vie des Gazaouis, avec des chiffres, ce qui s'est documenté sur la densité de population, sur les carences alimentaires, sur tous les effets du blocus militaire en fait, sur la bande de Gaza. Et il a été beaucoup critiqué pour ça en Israël, puisque c'est très dérangeant de constater concrètement en fait, les conséquences sur la santé de la population. Merci beaucoup Emmanuelle. Merci à vous. Merci beaucoup d'être venue. Tu veux qu'il sorte le GPS pour retrouver la voiture? Non, ça va aller. Voilà. La Palestine est occupée pour le moment. Veuillez laisser votre message après le bip sonore. Pour réécouter votre message, tapez 1. Pour le réenregistrer, tapez 2. Pour supprimer votre message, tapez 3. Emmanuel Thibault. Alors, par contre, j'ai un homonyme qui s'appelle Emmanuel Thibault, qui est un homme qui travaille à Caen aussi. C'est historien, c'est vrai, c'est pas une blague. Il est historien de la Seconde Guerre mondiale et des fois, je reçois des mails à son intention sur ma boîte mail. Des gens qui me posent des questions sur leur généalogie. Mon père est un GI américain, j'ai sa plaque, je le connais pas, par où je dois commencer. Non, c'est ouf, j'ai reçu genre 4 ou 5 mails pendant ma thèse qui étaient adressés à ce monsieur. Et est-ce que parfois tu as l'impression de vivre une double vie? Non, absolument pas. Et la première fois que je l'ai reçu, j'ai lu le mail 6 fois avant de comprendre que c'était pas adressé à moi. Vraiment. Ça m'a fait très bizarre, ouais. Le premier mail, bon après j'ai compris. Et donc je trouve ça important en art de se poser la question de quoi on veut parler, pourquoi, pour qui, et qui on est pour le faire, de quel endroit. Parce qu'on est légitime à parler de tout, mais de quel endroit en fait. Peut-être le plus intéressant sur ces œuvres, c'est ce qui se passe autour en fait, parce que ça fait avancer plein de choses. C'est ça qui est peut-être le plus intéressant.
Donc, comme dirait Adila dans Caillasse de Laurent Godet, le combat est politique, il n'est pas religieux ni racial et nous ne céderons jamais.